le président a un certain âge qui l'empêche de fonctionner. Je regardais le défilé du 20 mai, j'entendais... Au-delà même de son âge, sur sa politique qui est tout le temps remise en cause, mais à chaque élection, comme je disais, ce sont les mêmes critiques, mais l'alternance peine à arriver. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal à faire tomber le système Paul Biya? Est-ce que l'opposition aujourd'hui est réduite à peau de chagrin où on a l'impression que le Cameroun est devenu un Écoutez, royaume, je pense qu'il faudrait tout mettre dans le contexte. Et je dis souvent, si vous avez 8 ans, quand le président Paul Biya est devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Vous faites face à un pays où les citoyens sont quasiment pris en otage. À 50 ans, vous êtes à 5 ans de la retraite. Vous ne connaissez rien qu'un système dans lequel on avance par népotisme ou par corruption, justement, dont les gens sont habitués à cela. Donc, mais le problème avec un système comme ça ne peut pas perdurer. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Kérim Mouna, ancien bâtonnier au barreau du Cameroun et aujourd'hui candidat à la présidentielle du Cameroun. Bonsoir monsieur. Bonsoir et merci de me recevoir. C'est moi qui vous remercie. On va faire une question, on va débuter par une question très simple. Comment décrivez-vous l'état actuel de votre pays? Écoutez, l'état est complètement en stagnation totale. Ça veut dire que c'est comme si tout était à l'arrêt. Et la situation est dégradante. Pris entre deux feux, le premier, n'est-ce pas, c'est une corruption, n'est-ce pas, qui a pris l'ascenseur, comme disent les autres, et la situation de crise ou de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qui ne semble pas trouver une solution. Donc ces deux faits sont en train, n'est-ce pas, de faire descendre le pays. Après 2018, pourquoi décidez-vous de repartir cette année? Parce que pendant 25, 30 ans, je mène une lutte contre la corruption et je fais des enquêtes. Et en 2018, j'allais me présenter, mais j'ai décidé de rejoindre Moïse Kamto. Mais quand je vois la situation actuelle, et de l'expertise que j'ai accumulée le long des années et la situation au nord-ouest et au sud-ouest, je suis originaire du nord-ouest, je suis anglophone. Donc je pense qu'il faut que je puisse faire quelque chose. Parce que je comprends ces deux problèmes importants, je sais ce qu'il y a lieu de faire. Et c'était une mauvaise idée de rejoindre Moïse Kamto en 2018, quand vous prenez un peu de recul? Il y a des décisions qu'on prend sur le moment, avec les données qu'il y a sur le moment. Mais presque 7 ans après, la situation est complètement différente. Je pense qu'il y a un combat que j'entends mener, et quand le professeur Kumvondo du Parti Univers est venu me voir avec le secrétaire général de l'UPC, qui est un parti historique du Cameroun, quand ils sont venus me contacter en demandant qui voudrait que je me présente, et le professeur Kumvondo du parti Univers m'a dit qu'il voulait vous présenter comme son candidat, j'ai revu ma position et je pense que là c'est bon. Ce que je trouve est très bien, beaucoup de gens viennent nous rejoindre et je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Mais certains Camerounais appellent aussi à l'union de toute l'opposition. Que répondez-vous à ces défenseurs? Moi aussi, j'appelle à cela. Je suis dans une coalition d'environ 22 partis politiques et sociétés civiles et certaines personnalités de la société civile. Donc c'est mon souhait. C'est mon souhait. Mais pour le moment, c'est bien que chacun, n'est-ce pas, s'entraîne, pour ainsi dire, dans son camp. Et je suis sûr que le jour où on aura la convocation, n'est-ce pas, du collège électoral, on va voir les choses plus claires. Et encore plus claires quand, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel va donc valider les candidats qui pourront compétir. Et parlant de candidature, certains aussi appellent le président Paul Biya à aller à la retraite, à ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Est-ce que vous faites partie de ces personnes où vous dites, chiche, vous êtes prêt à l'affronter dans les urnes?
Bon, mais ma candidature n'est pas conditionnée par la présentation ou non du président Biya, mais on ne peut ne pas reconnaître qu'à 83 ans, n'est-ce pas, et après 43 ans dans le pouvoir, je ne sais pas si c'est la chose la plus efficace à faire pour le pays. Son absence, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne du pays. Des fois, on se demande s'il y a un capitaine, n'est-ce pas, dans le bateau. Les dérives qu'on voit, n'est-ce pas, dans certaines affaires. Je prends tout récemment, le 19 juin, une dame qui est l'épouse du directeur général de la SNH, qui serait un des directeurs de la SNH, guide maintenant un projet de construction de ce qu'ils appellent des réserves pétrolières, des contrats signés à Dubaï avec des compagnies offshore, d'une opacité. On entend par le ministre de l'Énergie, on entend par le PCA de la SNH, qui n'est autre que le secrétaire général de la présidence. Et puis on nous balance une photo et sur laquelle on voit, n'est-ce pas, ceux qui participent à ce projet, et très clairement, on voit le beau-fils du président. Donc lui, le fils de la première dame. Est-ce pour nous dire que c'est un projet qui est considéré très haut? Des dérives comme ça, je ne sais pas quand le Premier ministre a vu le président pour la dernière fois. Les conseils du ministre ne se tiennent même plus. L'école d'administration, donc de magistrature, et il y a déjà presque 6 promotions qui attendent le décret qui va les affecter. Ça fait 6 années. Donc, rien ne bouge, rien ne bouge. Et les sorties du président, que ce soit des réunions, sont conditionnées plus par son état que par les exigences protocolaires du calendrier. Mais ce constat, monsieur, est dressé à chaque campagne présidentielle. Pour autant, l'alternance peine à arriver. Est-ce que vous y croyez sincèrement et quels sont vos atouts pour pouvoir battre M. Paul Biya dans les urnes? Bon, votre constat est justifié, mais le président, en 2018, n'avait pas 93 ans. Donc, tout le monde constate que le président a un certain âge qui l'empêche de fonctionner. Je regardais le défilé du 20 mai, j'entendais... Au-delà même de son âge, sur sa politique qui est tout le temps remise en cause, mais à chaque élection, comme je disais, ce sont les mêmes critiques, mais l'alternance peine à arriver. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal à faire tomber le système Paul Biya? Est-ce que l'opposition aujourd'hui est réduite à peau de chagrin où on a l'impression que le Cameroun est devenu... Écoutez, je pense qu'il faudrait tout mettre dans le contexte. Et je dis souvent, si vous aviez 8 ans, ouais, quand le président Paul Biya est devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Vous faites face à un pays où les citoyens sont quasiment pris en otage. À 50 ans, vous êtes à 5 ans de la retraite. Vous ne connaissez rien qu'un système dans lequel on avance par népotisme ou par corruption, justement, dont les gens sont habitués à cela. Donc, mais le problème avec un système comme ça ne peut pas perdurer. Et avec les années, mais là, on voit l'usure. Il semble continuer, il semble perdu. Mais je pense que si vous êtes au Cameroun comme nous autres, vous allez vous rendre compte que les choses sont différentes. Les Camerounais... Vous pensez que 2025, c'est la fin du système Biya aujourd'hui? Oui, et c'est la fin. Moi, je suis convaincu que c'est la fin. Et je le sens. Et même pour la première fois, on sent la division dans le gouvernement. On sent un détachement de leur... du Grand Nord. On sent ce détachement-là. Donc, je pense le Cameroun va vivre quelque chose d'extraordinaire. En ce qui me concerne, j'espère que ça soit paisible. Et donc, nous sommes à la fin du cycle Biya. Aujourd'hui, si on vous écoute... On est sûrement à la fin de ce cycle. C'est mon avis. Vous êtes beaucoup attaché à un sujet, la lutte contre la corruption. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Je pense que c'est l'angle de votre campagne présidentielle. Ouais. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement le Cameroun, mais qui nous regardent depuis dans toute l'Afrique, est-ce que vous pouvez nous donner les causes de ce mal-là qui ronge ce pays depuis de nombreuses années? Et quelles sont vos solutions si vous, demain, vous arrivez en responsabilité? Premièrement, un système qui est bâti sur le népotisme, un système qui ne récompense pas
la compétence, le mérite ne compte pas pour beaucoup. Et chaque chose que nous faisons, on va prendre quelques-uns. Pour le Covid, scandale. C'est la Chambre des comptes qui le constate. Pour la CAN, scandale. Même ici en France, j'ai été en contact avec le parquet financier de Paris. Il y a des enquêtes dans lesquelles les Camerounais sont impliqués. La société Bourbon, qui a été, je crois, condamnée au sud de la France, là, Marseille, des Camerounais étaient donc indexés. Vente de pétrole, Glencore, sur lequel j'ai fait des enquêtes, on a vendu le pétrole à 30% de décote. Il y a une autre société à qui on a vendu à 70% de décote. Donc, tout ce qui est fait, l'autoroute entre les deux grandes villes du Cameroun, donc Yaoundé, Douala, capitale politique, capitale économique, depuis 2014, on peine à faire cette route, rien ne se passe. On est maintenant à 70 km, on avait commencé avec une estimation d'environ 300 milliards, maintenant on en est à 1000 milliards et quelques. Donc rien ne marche. On a dit qu'on passait au péage électronique, ça a été vite construit parce que ça a marché, les gens, les autres ont eu ce qu'ils voulaient. Et voilà, tout construit, on est toujours manuel. Alors, tout ce qui est fait, on a l'impression que ce qui pousse l'État, c'est, n'est-ce pas, cette maladie de corruption qui ronge même l'État. Si on regarde même le fait que la raffinerie du Cameroun, la seule d'ailleurs, qui se trouve dans le sud-ouest, à Limbé, a pris feu il y a 7 ans, 7 ans oui, pas reconstruit. Donc ça nous tue. Parce qu'il contient les devises. Maintenant, on est obligé d'importer le pétrole raffiné. Déjà que c'était pénible d'avoir une raffinerie qui ne raffinait pas le pétrole camerounais. On était obligé d'importer le brut, raffiner et vendre aux Camerounais. Mais là, maintenant, on importe et le pétrole raffiné et on exporte d'autres bruts, et dans lequel il y a toutes sortes de deals, comme je viens de décrire. Donc, dans tous les secteurs, que ce soit... tous les secteurs, c'est miné sur les comptes. On a un pays qui est reconnu à l'est du pays d'avoir des ressources minières incroyables. Mais en matière de mines, le Cameroun n'est pas encore, n'a pas une industrie minière. Lié tout ça à la corruption, vous avez... Tout ça, les concessions... Oui. Ouais. Et si vous, demain, vous êtes président de la République, que mettrez-vous en place? Quelles sont les mesures que vous mettrez en place pour freiner ce fléau? Ou même pour l'éradiquer? Oui, c'est... Éradiquer, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai peut-être freiner. Je sais, j'étais une fois en conversation avec le président Kagame, il m'a dit, écoutez, monsieur le bâtonnier, éradiquer, je ne sais pas, mais zéro tolérance. Si on vous prend, vous payez. Donc, au Cameroun, il faut une transparence. Il faut que les Camerounais sachent combien on produit, qui achète, à quel prix. Les deals là qu'on a maintenant avec Mme Moudi qui est la SNH et Sistar et la société Tradex, bon, comment est-ce qu'on a choisi ceux qui vont entreprendre des travaux? Il y a une opacité totale. Et quand vous interrogez, c'est quand j'ai sorti mes enquêtes, le résultat de mes enquêtes dans l'affaire Glencore, que la SNH, pour la première fois depuis plus de 50 ans, sort maintenant les chiffres de ses ventes. Complètement tronqués, bien sûr, mais voilà où nous en sommes. Donc, je pense que la transparence, la méritocratie, ces deux éléments aident rapidement, n'est-ce pas? Évidemment, on évite l'impunité. Ces deux éléments, à mon avis, vont faire arrêter les choses. Et les Camerounais sont très intelligents et ils savent que si c'est dangereux, ils ne le feront pas. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise aussi au nord Nord-ouest, au sud-ouest, exact. Quel est votre regard sur ce problème et aussi quelles sont vos solutions pour aller plus vite? Et je pense que nous avons mal géré le partenariat, n'est-ce pas, entre le Cameroun qui était colonisé, n'est-ce pas, par l'Angleterre, pas colonisé, qui était sous tutelle britannique, et le Cameroun qui était devenu indépendant et appelé la République du Cameroun. Je pense que ce partenariat, c'est ce que ça a été appelé en 61, dans la création de la République fédérale. Ce partenariat a été très mal géré. Ce qui fait que les anglophones minoritaires estiment
et qu'ils ont été marginalisés, pour avoir la République fédérale du Cameroun, rien que les anglophones donc, ont voté pour la réunification. Mais pour passer maintenant à la République unie, donc à l'État unitaire, tout le monde a voté. Et à partir de là, on a vu une certaine marche qui était dans l'idée d'assimiler donc la minorité, et ça a affecté le système judiciaire, le système d'éducation et tout. Et ce glissement, jusqu'en 92, quand on a eu les toutes premières élections multipartites, avec l'anglophone John Frundi de Recte Mémoire, qui, à mon avis, et à l'avis de beaucoup d'experts, a fait gagner, et qui n'a pas pu prendre le pouvoir parce qu'il aurait perdu par 4 points. Quand le chef d'État africain perd les élections par 4 points, il faut se demander ce qui s'est passé. Bon, ben voilà, il a gagné par 4 points. Et puis, finalement, Frundi, et c'est la chance que nous avions pour sauver la République, à mon avis. Parce que, imaginez-vous que les Camerounais, en majorité francophone, votent pour un anglophone unilingue et libraire du Nord-Ouest, c'était à Bamenda. Dès que ça s'est passé, les anglophones ont dit, bon, c'est impossible pour un anglophone de devenir président. Moi, on me l'a dit depuis 2018, et que c'est impossible. Donc finalement, les anglophones ont dit, mais si ce n'est pas possible, nous préférons repartir au système fédéral. Ça a freiné, pas de dialogue, on ne parle pas, jusqu'à l'éclatement en 2016 par les avocats, n'est-ce pas, et les enseignants qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. Mais il y a aussi un sujet qui intéresse beaucoup les Camerounais, c'est la question monétaire, la question du franc CFA. Quel est votre regard sur ce sujet aussi? Mon regard est un regard qui rejoint celui de l'Union africaine, et qui a mis en place toutes les structures. D'ailleurs, le guide, hein, Kadhafi, travaillait là-dessus. C'était qu'il y ait une monnaie africaine. C'est pour ça qu'il avait commencé par créer la Banque africaine, et puis la Banque centrale africaine, et puis le Fonds monétaire africain. Et moi, je pense qu'on devait plus pousser vers cela. On a maintenant ce traité pour le libre-échange, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut pousser sur le côté économique. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour avoir une monnaie africaine. Ça, c'est l'idée. Il faut très rapidement sortir du franc CFA. Il faut pas très rapidement sortir du franc CFA. Il faut très rapidement trouver une monnaie africaine. J'aime bien la parade. Quel est votre regard aussi sur la diplomatie du président Paul Biya? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y a pas de diplomatie à votre Ah ben écoute, moi je pense que le président Paul Biya, en 43 ans de mandat, est parti à l'Union africaine 3 fois. 3 ou 4 fois. Une fois à Yaoundé, quand il est passé président de l'OUA. Deuxième fois, je pense, c'était au Ghana. Et troisième fois en Libye. 3 fois. Même quand il était président de l'Union africaine de l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine. Quand lui, il est passé président, il n'est jamais allé à Addis Abeba. Il n'est même pas allé remettre le bâton à Mugabe quand il passait donc, pour le remplacer. Donc, je ne connais pas donc la place qu'il donne à la diplomatie au niveau africain. Et en diplomatie, nous avons des valeurs incroyables. Donc, à l'instar du Premier ministre, ancien Premier ministre Philémon Yang, qui a terminé son mandat comme président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et les Camerounais se battent sur le plan international. Je ne vois pas... Et c'est un Camerounais qui préside même l'Assemblée parlementaire francophone aussi. Mais justement, mais voilà. Donc, et moi d'ailleurs, quand j'étais devenu membre du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs, j'étais proposé par le Premier ministre éthiopien. Donc, élu président du Conseil économique et social de l'Union africaine, proposé par la Côte d'Ivoire et soutenu par l'Afrique du Sud. Donc, les Camerounais se battent à plusieurs niveaux. Et comment le Cameroun doit organiser ses relations avec la France, selon vous?
Moi, je pense que c'est dépassé. Il faut un partenariat gagnant-gagnant. La France-Afrique, c'est derrière nous? Moi, je pense que ça devrait être derrière nous. Elle existe encore selon vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai eu le plaisir ce matin d'avoir une audience avec le président Hollande. J'étais complètement émerveillé par sa vision des choses et comment il voit les choses. Donc, moi, je pense que ceux qui l'utilisent pensent que c'est essentiel, n'ont pas lu, n'est-ce pas, ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Je pense qu'il s'agit de partenariats. Bon, si c'est les Chinois, si c'est les Russes, si c'est la France, si c'est les États-Unis, mais je pense que nous avons plus intérêt au niveau de l'Afrique à regarder vers nous-mêmes ce qu'il faut faire. Le Cameroun, par exemple, est adossé au Nigeria. On l'appelle le pays continent. Mais justement, mais voilà, je vois que vous connaissez très bien. Bon, mais on est adossé à un pays comme le Nigeria, qui devait être, on avait une chance inouïe du point de vue commercial. Hein? Le Nigeria a, pour beaucoup, dans l'évolution économique du Bénin et du Togo, et même des fois même du Ghana, à cause de son poids économique. Et le Cameroun, pays bilingue, adossé sur le Nigeria, devait pouvoir en profiter. Moi, je vois des zones franches dans toute la partie frontalière qui amèneraient, n'est-ce pas, les Nigérians à venir investir massivement au Cameroun. Là, maintenant, c'est les banques qui viennent, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer, n'est-ce pas, les échanges entre le Cameroun et le Nigeria. Et la Russie et la Chine sont aussi des partenaires fiables pour le Cameroun? L'avantage avec la Chine, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas regardants sur la gouvernance et la transparence. C'est un avantage? L'avantage, pour ceux qui sont là, ouais, justement, les possibilités de décaissement, par exemple, dans les banques, la Banque mondiale et autres, je parlais à un expert, il m'a dit, écoutez, Akere, il y a 2 ans, vous avez utilisé, je crois, 17 ou 7% de vos possibilités, seulement parce que ces prêts-là sont accompagnés par une surveillance stricte. Justement, mais on est obligé d'aller sur le marché commercial et prendre des crédits de 10, 11%, là où les autres prennent pour 5%, 4%. On est parti à 11%, les taux les plus élevés déjà connus. Et avec, c'est quand même assez grave parce qu'on gravite maintenant vers le lever des fonds qui nous permet d'avoir la liquidité sans contrôle. Et la Russie? Mais la Russie, c'est la même chose, qui vient avec ce mirage sécuritaire. Mais penser qu'il y a des pays qui sont prêts à se sacrifier pour d'autres pays, c'est une leurre, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut solidifier nos ressources, les valoriser et chercher un partenaire qui nous aide à valoriser ce que nous avons. Il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas avoir de l'or, une énergie minière, l'or, diamant, tout ça. On a tout ce qu'il faut. C'est quoi le panafricanisme pour vous? Le panafricanisme, c'est l'esprit qui anime les Africains, pas leur leader, tristement. C'est cette connexion que les Africains sont entre eux, de solidarité, de penser et cheminer ensemble. Et ça existait dans les années 60, avec les leaders, Nkrumah et autres. Et je vais vous dire pourquoi ça existait à cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous été formés à l'étranger, dans Nkrumah, Milton Obote, Kaunda, tous ces gens-là se retrouvaient à Londres. Ils repartaient dans leur pays avec cette même idée qu'ils voulaient partager. Et je pense que dans le monde francophone, c'est un peu cela aussi, parce qu'il y a qui était au Parlement français et tout ça. Et revenu en Afrique, cette idée donc prend corps. Après, on a des leaders, chacun formé dans son village, et ils se retrouvaient seulement pour 4 jours à Addis, avec des idées, n'est-ce pas, panafricanisme, mais sans. Alors, on va passer. Et c'est peut-être, ça renaît 2004 avec les Thabo Mbeki, Obasanjo, Abdoulaye Wade, Bouteflika et les autres, n'est-ce pas? Ça revient, mais je pense qu'on a perdu encore du terrain. C'est là qu'on va partir de l'union
organisation de l'Union africaine à l'Union africaine. On disait que l'Union africaine, c'est l'union des peuples. Tandis que... on est bien loin de cette union. Très, très, très loin. Parce qu'avant, on dit que l'autre union, c'était des gouvernements. Mais le peuple, je n'en sais rien. Je pense qu'on est en train de reglisser vers cette gestion égoïste, n'est-ce pas, de notre continent. Je pense que l'avenir se trouve dans le panafricanisme. Et là, porté par des jeunes aujourd'hui. Porté par des jeunes, parce que peut-être ils ont plus longtemps à vivre, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il y a la culture et la musique, et peut-être aussi, n'est-ce pas, le sport, viennent maintenant mettre du turbo dans ces relations. Donc je pense que peut-être ce sont les jeunes qui vont y arriver, mais je connais des jeunes qui, quand ils sont arrivés aux affaires, se sont concentrés plus dans leur pays. Les rêves qu'on a avant de prendre le pouvoir peuvent très vite changer. On peut vous le dire aussi. Hein. On espère que ça ne va pas arriver. Ouais, écoute, c'est pour ça que dans mon pays, dans le programme, je propose 5 ans j'ai 72 ans. Hein. Je me dis... Donc, un mandat pour vous, pas plus. Un mandat, même pas les 7 ans que dit le texte. Vous faites 5 ans pour mettre toutes les institutions et vous passez la main. Et je passe la main. Peut-être à un jeune, si les autres jeunes voteront pour les jeunes. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Quel est votre modèle de chef d'État, parmi les chefs d'État africains? Quel est votre modèle? Vous avez cité un nom tout à l'heure, j'espère que vous allez le sortir. Oui. Écoute, un que je considère comme mentor, avec qui je parle tout le temps, c'est le président Thabo Mbeki. Il est d'une intelligence incroyable. Et notre chef d'État avec qui j'avais une bonne relation, il est de mémoire maintenant, c'était le président Jerry Rawlings. Parce que c'est quelqu'un qui avait ce sang révolutionnaire, qui était quelqu'un qui avait toujours envie d'agir. Et actuellement, parmi les dirigeants actuels? Les dirigeants actuels, je dois dire que je suis très impressionné par le leader burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré. Et oui, justement, je suis vraiment impressionné par les positions qu'il prend et ce qu'il fait pour que son peuple évolue. Ça, je me rappelle encore du discours du président John Mahama qui vient de reprendre le pouvoir au Ghana. Oui, quand Traoré est parti au Ghana, mais vous avez vu ce qui est arrivé comme foule. Et le président de dire « Je suis content que vous n'êtes pas candidat à la présidence dans mon pays ». Tu vois, si vous avez... C'est l'adversaire redoutable. Mais voilà. Et quand vous voyez un engouement des jeunes vers un président pareil, je pense qu'il faut être... C'est l'Afrique de demain qui est incarnant, ce monsieur, selon vous? Je ne sais pas si l'Afrique de demain, il est poussé par l'exigence de son propre pays et ce que son pays a vécu. J'ai l'ancien bâtonnier de Guinée qui est maintenant, on dit qu'il a été enlevé. Oui. Si on voit cette dérive-là et on voit ce qui se passe, on doit se poser des questions. Donc, je pense que l'Afrique tout entière est à la recherche de quelque chose. Et je pense que le panafricanisme revient dans cette période que je considère une période de renaissance pour notre pays. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci infiniment de m'avoir. J'espère vous retrouver lorsque la campagne débutera pleinement pour qu'on parle en profondeur de votre sujet. Et puis les Camerounais choisiront très bientôt s'ils veulent vous confier les clés du pouvoir. Merci. Merci à Romain Cléco de Benck à la réalisation et bonne soirée à tous.